ne sait pas les choses avant de les écrire. On écrit bien des bouts de papier avec les courses à faire, les choses auxquelles penser. Moi, je fais des livres aussi. J'écris aussi des bouts de papier, mais je fais aussi des livres. Quand c'est trop obscur pour moi de déchiffrer ce qui m'arrive à moi même, je fais un livre. C'est des voies indirectes pour arriver à la mort. On fait toujours un livre sur soi. C'est pas vrai, leurs histoires. L'histoire inventée, c'est pas vrai. La forêt, c'est la forêt de mon enfance, je le sais. Toute petite, tout enfant, j'ai habité des terres près de la forêt vierge, enfin en Indochine. Et la forêt était interdite, parce que dangereuse. À cause des serpents, des insectes, des tigres, tout ça, et nous y allions quand même. Nous, les enfants, nous n'avions pas peur. On y était complètement à l'aise. On mangeait les fruits de la forêt, on tuait les bêtes, on allait pieds nus dans les sentiers. Sur les petites rivières, on allait chasser le crocodile, on avait 12 ans. Pendant les siestes, on se fuyait et on allait vers le danger, très naturellement, comme ça. C'est après coup, j'ai eu peur de ce que nous avions fait. Je suis née en Indochine. Mon père était professeur de mathématiques, ma mère était institutrice. J'avais 2 frères et mon père est mort. J'avais 4 ans. Ce qui fait que j'ai été élevée par une femme, avec 2 frères. Et dans des conditions évidemment difficiles, puisque ma mère étant institutrice d'école indigène, nous n'avions pas du tout d'argent. C'était ce qu'il y avait de plus bas dans le fonctionnariat colonialiste. La misère des indigènes était endémique, la nôtre était circonstancielle. Mais elle était terrible. D'autant plus terrible, elle se passait dans une colonie. On vendait nos objets, ça ne se faisait jamais, c'était une vraie pauvreté. En classe, les enfants des postiers, des douaniers et des instituteurs étaient au dernier rang, à Saigon. Je vous parle, moi, de la honte d'être pauvre chez les Blancs. Dans les petits postes comme ça, il y a très peu de Blancs. Alors que du fait que les seuls enfants blancs ne jouaient pas avec moi, se détournaient de moi, mais je peux dire que j'ai passé toute mon enfance à jouer avec des Vietnamiennes. Je parlais d'ailleurs le vietnamien comme le français, j'ai vécu pieds nus. Les grandes terrasses des cafés. Et ces lieux de rêve qui étaient les piscines, les cours de tennis pour les blancs. Ces lieux d'injustice étaient superbes, oui, étaient d'une rare beauté, d'une rare élégance. C'était cette appartenance à la race blanche. Elle était raciste. Et ma mère était raciste, mission raciste, comme tous les coloniaux. À 12 ans, j'ai vu l'injustice, puis à 16 ans, je l'ai jugée. J'ai trouvé le monde insupportable, affreux. Il s'agit très précisément d'une ex-colonie française des environs de 1925-30. La mise en culture de la colonie battait son plein. L'administration locale distribuait à des particuliers des territoires inoccupés, encore en friche, des concessions, sous condition de leur mise en valeur dans un délai donné. Mais que se passait-il en fait? Les concessions fertiles faisaient l'objet d'un véritable marché, et seules les mauvaises étaient accordées réglementairement, et pour cause, elles étaient impropres à toute culture. Une fois reprises, ces concessions étaient de nouveau attribuées dans les mêmes conditions à de nouvelles dupes, et ainsi de suite. Précisons qu'elles étaient situées en général soit dans les forêts insalubres et inaccessibles, soit dans les alluvions saumâtres, désolées, régulièrement envahies par la mer. Ma mère. Elle a acheté une terre pour faire du riz. Et elle a effectivement, oui, elle a porté
au cadastre, à ces gens qui l'ont vu venir. Elle venait de la brousse, elle était sans mari. Elle avait 3 enfants à charge. Alors ils lui ont donné très facilement, enfin, avec le sourire, une concession complètement pourrie, que la mère envahissait. Elle n'avait pas d'interlocuteur, donc c'est à nous qu'elle disait tout ça. C'est mes berceuses, ça, l'histoire de la concession. C'est avec ça qu'on a grandi. Ma mère crie tout le temps, oui. Comme Moïse, dans les déserts. Il était tellement imprégné de l'idée de Dieu qu'il ne pouvait plus parler. Il criait. Et ma mère était tellement imprégnée de l'injustice dont elle avait été victime qu'elle criait ces choses-là. Je vais écrire des livres. C'est ce que je vois. Au-delà de l'instant, dans le grand désert de l'adolescence, ma vie m'apparaît vide. Il n'y a plus que ça à faire, d'écrire. Des romans. Nous sommes très pauvres et il faudra bien que l'argent arrive dans la maison, d'une façon ou d'une autre. Il le faudra. Autour d'elle, ma mère, c'est les déserts. Les fils, c'est les déserts. Ils n'ont rien fait, elle le sait, ils ne feront jamais rien. Les terres du barrage, le désert aussi. L'argent restera perdu, c'est bien fini pour elle. Elle le sait comme elle sait son nom. Reste cette petite-là, cette dernière qu'elle a eue, qui grandit, et qui, elle, saura peut-être un jour comment on fait venir l'argent dans cette maison. Je suis partie en France pour rentrer à l'université puisqu'il n'y en avait pas en Indochine et que je me suis donc séparée de ma mère. J'avais 18 ans. Ma mère. Je suis encore le bateau qui m'a emmené. Le paquebot de ligne. Elle m'a embarqué sur ce bateau. Et elle voulait que je fasse des études. Elle voulait ça, quoi. Avoir un enfant diplômé. On était fauchés là-bas, on était fauchés ici. Les aventures de la misère sont nombreuses. On avait 25 ans, 27 ans. C'était Saint-Germain-des-Prés. On avait trouvé un appartement, là, rue Saint-Benoît. C'est là que tout ce qui est arrivé de décisif dans notre jeunesse, dans nos sentiments, dans nos croyances, c'est là que c'est arrivé. On est devenu fou. Le communisme. On disait que le peuple avait le droit de décider quelle serait sa lutte. Malgré la peur, on était quand même dans le bonheur de faire ce qu'on devait faire. C'était un pur mouvement de l'esprit, je pense, surtout, qui devait être commune à beaucoup de gens, mais que les gens ignoraient porter en eux.
Et nous l'avons deviné parce que nous étions nombreux et que nous pouvions échanger des idées. Voilà. Et ça, je pense que ça, peut-être même à titre prémonitoire, ça nous a fait entrevoir ce que pouvait être le communisme, l'entente commune, quoi. Même je suis sûr qu'il y a des gens qui étaient gaullistes, qui n'étaient pas du tout partie prenante du communisme, sont venus ici comme ça, parce que l'endroit était renommé comme un endroit très accueillant, très bon, très généreux. Le premier acte de résistance, il était énorme. On n'était pas responsable. C'est Mitterrand qui est arrivé ici, un jour. Il venait de Londres. Et il fumait des cigarettes anglaises. Et à un moment donné, je nous dis, attention, cigarette. On a été embarqués comme ça. On n'a pas été des héros. La résistance est venue à nous. Parce qu'on était d'honnêtes gens. Je pense que François a eu cette impression que Robert, Marie-Louise Antelme et moi, Madame Antelme, on était des gens à qui on pouvait se confier. J'ai eu peur des Allemands, j'ai eu peur de la police allemande. J'étais mariée, mon mari était arrêté. J'ai perdu un enfant. De sales années. On voulait le bien des gens et de soi. On voulait la liberté des gens et de soi. On voulait tuer aussi, même si on ne savait pas. On voulait tuer, on voulait casser. Les intellectuels ne cassent pas, ils ne tuent pas. Donc on ne l'a pas fait. On était ce qu'on appelle des révolutionnaires. Et nous, quand on l'est, à 20 ans, on le reste. En décembre 1945, lorsque De Gaulle a dissous les milices patriotiques, je me suis inscrite au Parti communiste. J'ai beaucoup milité, très activement. Je me suis dit, je vais retrouver la fraternité à l'intérieur du parti. L'assassinat nazi offrait à d'autres gens des espèces d'aventures nouvelles. Collaborateurs, c'est pareil. La collaboration offrait comme ça des occasions. Comme la fin de la guerre offrait une occasion de s'inscrire au parti. Mais c'était une nouvelle Europe, un autre point de vue. C'est une occasion de changer de direction de sa vie. Comme une invite à venir se perdre. Il y a une perdition là-dedans. Ils étaient collaborateurs, et puis voilà. Jamais fait de mal à une mouche, ces gens-là. Jamais. Moi, j'ai vu des femmes tondues parce qu'elles avaient aimé des Allemands. Et j'étais autant horrifié que par ce qui s'est passé pendant la guerre, autant. Pourquoi me blanchir, moi, et puis salir Brasillac, par exemple? Qu'est-ce qu'il a fait, Brasillac? Il avait quel âge, Brasillac? Il était très jeune, je ne sais pas l'âge qu'il avait. Avril 1945. Face à la cheminée, le téléphone. Il est à côté de moi. À droite, la porte du salon et le couloir. Au fond du couloir, la porte d'entrée. Il pourrait revenir directement. Il n'y a pas de raison pour qu'il revienne. J'étais complètement dans le désarroi. Mon mari était déporté, 14 camarades étaient déportés, j'étais complètement... Je ne savais pas s'il était vivant, enfin, c'est affreux. J'ai plus de courage chez Nathan d'en déporter.
auprès de cette attente-là, auprès de l'acte du courage qu'il a fallu pour ne pas, je sais pas, ne pas se jeter à l'eau. C'est rien, reste. Y compris de torturer. Torturer quelqu'un, tout le monde peut le faire. Dans mon cas, tout le monde l'aurait fait. Ce n'est pas recommencer. Quand on recommence, on devient quelqu'un qui torture. Quand les flics torturent, oui, c'est des gens qui torturent. Mais le faire une fois, tout le monde peut. Comme le tuer une fois, tout le monde peut. Quand vous êtes entraîné dans une passion, dans une férocité, qui n'a plus de bornes, J'aurais voulu tuer les Allemands, tous ceux que je voyais. On est devenus complètement inhumains. J'étais heureuse quand on tuait les Allemands. Les Allemands qui, tout d'abord, ne comprenaient pas de quoi on les accusait. Et qui, ensuite, brutalement, ne comprenaient pas comment ils avaient obéi au SS. Ils se retrouvaient être des assassins de 6 millions d'hommes. Ce qu'ont subi les Juifs, le martyre juif, ce génocide, enfin, cet instant unique dans l'histoire du monde, l'horreur absolue, indépassable, ça n'a pas laissé que de la douleur dans le monde. Ça a laissé aussi de l'antisémitisme. Si vous brûlez quelqu'un en l'accusant d'être juif, si vous le répétez 6 millions de fois, et si les gens l'apprennent, rien que le fait de le savoir, sème déjà un doute, mais qu'on ignore. On a tué 6 millions de juifs, donc on pouvait le faire. Ils étaient tuables. Et s'ils étaient tuables, c'est pas par hasard. C'est ça le danger, c'est ce raisonnement-là. Auschwitz fait partie de la patrie de tous les hommes. Tous, de toutes les races. C'est un bien commun à l'humanité. Je ne me souviens pas d'avoir entendu un discours de De Gaulle contre les camps de concentration juifs, contre Auschwitz. Je crois qu'il a parlé des camps, du martyre français avant tout, du gaullisme, de lui-même et de la France. Mais des autres, en particulier les Juifs, non. Il a parlé de son héroïsme à lui. Et il a donné cette droite, cette malchance à la France. J'étais 7 ans au parti, mon parti communiste, stalinien. J'ai mis des années à me guérir de ça. Qu'est-ce qu'on m'a appris à mépriser les autres? On m'a appris à mépriser les catholiques, les croyants. On m'a appris à mépriser les riches, comme si c'était une définition d'être riche. Dans la richesse, il y a une immense pauvreté, une misère des riches. On m'a appris à mépriser ça et à simplifier, ce qui est toujours fasciste. On m'a appris à égaliser les choses. Le simplisme est fasciste. Si vous voulez, l'Allemagne de 1933 a souffert avant tout d'un simplisme. Le racisme, c'est un simplisme aussi. C'est tellement grave ce que je suis en train de vous dire, c'est tellement important. Et hélas, je suis en train encore en ce moment d'essayer de me guérir de ce simplisme qui est le marxisme. C'est ce qu'on a fait de Marx, c'est ce qu'on a fait de Freud, qui est désolant. C'est ni Marx ni Freud. On est de gauche ou on n'est pas de gauche. Je suis de gauche complètement, mais c'est maintenant que je suis de gauche. Maintenant que je ne méprise plus personne, que je le respecte de l'autre totalement. De plaines en forêt, de vallons en collines,
du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, des genêts de Bretagne aux bruyères d'Ardèche, quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche, ma France. L'anticommunisme. Et c'était comme la chasse aux ours. Les gens rêvaient de tuer les communistes. Les communistes étaient des gens pourris, bons à la mort uniquement. Il ne faut pas oublier ça. Et De Gaulle a été fautif de ça. Il avait peur que dans ce pouvoir populaire, cette merde-là, De Gaulle, la merde majeure. Au nom de quoi? Il a programmé un régime républicain de haut niveau, c'est-à-dire un régime dictatorial. Que j'ai jamais attenté aux libertés publiques fondamentales. Je les ai rétablies. Et ai-je une seconde attenté? Jamais. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? Nous étions des enfants politiques. Et nous avons réussi à faire à Paris une réunion de 3000 Algériens. J'en suis très très fier d'y avoir été. On voulait les réunir, on voulait qu'on se connaisse. On voulait qu'ils sortent de la peur, de l'épouvante, que nous étions des amis. Mais quand je pense à Wagram, c'est comme si je pensais à mon premier bonheur dans ma vie. On a adoré tous ce que j'appelle les indigènes du colonialisme français. On a eu honte de ça. On l'a encore. Wagram, c'est dans le sang de tous les jeunes, de tous ceux qui étaient jeunes à cette époque-là. Tenir tête à la guerre, rester ensemble et répandre l'antigaullisme. Le répandre, juger le dos, le parler sans aucune précaution. Cette ère de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige, et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Ça s'appelle enfreindre les lois. C'est un beau mot. Enfreindre. À la Sorbonne, les serviettes des étudiants ont été fouillées à la sortie il y a 2 semaines. Le bonheur de la désobéissance. Fabuleux. On venge toutes les enfances qui n'ont pas pu se révolter. Mais je ne connais pas de bonheur aussi merveilleux que celui de faire la politique qu'on veut faire. C'est ça le bonheur fou. Et maintenant, il n'y a plus de ça. Il faut que le bonheur fou revienne. Loin de tous ces prétextes, le motif c'est d'avoir défendu des idées socialistes au sein d'un établissement qui doit former les cadres d'une société d'exploitation. Je suis tout à fait fascinée par la jeunesse. Complètement. Je lui donne toujours raison. Tout ce qui arrive dans le sens de la destruction de l'ordre actuel ou de la société, et que le monde est menacé
une paresse essentielle comme ça, s'installe sur la terre. Ça m'épouvante et en même temps j'en suis complètement émerveillée. Je me dis tant mieux, enfin. Enfin quelque chose va recommencer après cela, après cette espèce de vacation, de rien faire qui s'installe partout. Faire de la politique, c'est ne plus subir le monde. Vive la lutte des lycéens, vive la victoire des lycéens. Je trouve que le premier devoir d'un révolutionnaire actuellement, c'est de combattre l'Union soviétique. Si vous ne consentez pas librement à la révolution, vous n'y consentez pas. C'est faux. Et tout est truqué. C'est pas la peine de la faire. C'est affreux ce qui se passe en Union soviétique. C'est le plus grand échec du siècle, après avoir été le plus grand espoir. Mais vraiment, cette espèce de perdition de l'idée révolutionnaire, à cause du stalinisme, j'en suis inconsolable. Inconsolable. Ne prenez pas garde dans mes silences, j'en ai toujours. Je cherche des mots. J'ai toujours du mal à les trouver, mais ça ne signifie pas au-delà de ça. Surtout que c'est curieux, un écrivain. C'est une ambiguïté, une sorte de contradiction. Écrire, c'est ne rien dire. Écrire, c'est écrire. Un écrivain, c'est muet. C'est impossible de parler d'un livre à quelqu'un. Un livre en train de venir. C'est vraiment une nuit. C'est la nuit, c'est ça. Ça me fait pleurer, je sais pas pourquoi. Comme si le livre, l'écrit était toujours désespéré. Du style, je m'en occupe pas. Je dis les choses comme elles arrivent sur moi, comme elles m'attaquent, si vous voulez, comme elles m'aveuglent. Je pose des mots beaucoup de fois, des mots d'abord. C'est comme si l'étendue de la phrase était ponctuée par la place des mots. Et que par la suite, la phrase s'attache aux mots, les prend et s'accorde à eux comme elle le peut. C'est un drôle de truc, l'écriture. Pourquoi on se double d'une autre vision du réel? Pourquoi tout le temps ce cheminement de l'écrit, à côté de la vie? Et savoir de quoi ça procède essentiellement, je ne sais pas. Je ne sais pas, des gens très très célèbres, pour moi, n'ont pas écrit. Sartre, il n'a pas écrit, il n'a pas su ce que c'était écrire. Il a eu toujours des soucis annexes. Il n'a jamais affronté l'écriture pure. C'est un moraliste, Sartre. Ce n'est pas quelqu'un de qui je dirais, il a écrit. Je dirais que Blanchot écrit, Bataille a écrit, oui. Les grandes lectures de ma vie, c'est des hommes. C'est Michelet. Michelet, Scolar, on va faire. Supposons qu'un homme n'ait lu qu'une seule œuvre, celle de Proust, on pourrait imaginer qu'il pourrait lui-même en passer à l'écriture à partir de cette œuvre. Je l'ai lu tard, et après que j'ai commencé à écrire dans ma vie. Mais m'ayant appris à lire, il m'a forcément aussi appris à écrire, c'est-à-dire à éviter d'écrire comme lui ne le faisait pas. Il m'a appris la gravitation de l'esprit autour d'un axe unique, qui est la conscience de l'auteur, et qu'à cette seule condition, le monde créé tourne. Que sans ça, il ne tourne pas. Je ne me réclame de rien, ni du nouveau roman, ni d'autre chose. Enfin, c'est le nouveau roman qui se réclamerait plutôt de moi régulièrement. Ça les prend comme ça. Bien entendu, la recherche est inséparable du travail du romancier, mais qu'elle ne doit pas se voir dans le roman. Or, dans le nouveau roman, elle apparaît.
Il a tendance à se refermer sur lui-même, c'est-à-dire à n'être lu que par non seulement les romanciers du nouveau roman, c'est-à-dire c'est un roman pour romancier. Le roman est une chose autonome. La recherche est secrète et solitaire. Mais le résultat ne doit pas s'en ressentir. Quand vous lisez un livre, vous avez un film de ce livre dans la tête. Cette image mentale qui est parallèle à l'écriture, vous ne pouvez jamais la retrouver complètement. C'est une expérience d'écrivain, avant tout. C'est-à-dire que j'ai voulu voir si je pouvais m'approcher de ma vision intérieure. Tu n'as rien vu à Hiroshima, rien. J'ai tout vu, tout. Il ne dit pas tu n'as rien vu à Hiroshima, il dit tu n'as rien vu à Hiroshima. J'ai cassé la ponctuation pour donner une autre musicalité que la musicalité parlée. Ainsi, l'hôpital, je l'ai vu, j'en suis sûre. L'hôpital existe à Hiroshima. Comment aurais-je pu éviter de le voir? Dans Hiroshima, j'avais dit tous les textes avant. Et René a emporté les bandes magnétiques, j'ai dit tout le texte d'Hiroshima. Le texte de Riva. Quand je fais dire au début, tu n'as rien vu à Hiroshima, cela voulait dire pour moi, tu ne verras jamais rien. Tu n'écriras jamais rien. Tu ne pourras jamais rien dire sur cet événement. C'est vraiment à partir de l'impuissance dans laquelle j'étais, de parler de la chose, que j'ai fait le film. J'ai toujours pleuré sur le sort de Hiroshima. Toujours. Non. Sur quoi aurais-tu pleuré? Moi, je suis passée à faire du cinéma par lassitude devant le cinéma de consommation. Pour ne plus le subir, si vous voulez. C'est un acte politique. C'est un acte de rupture, de refus. Je dis toujours entendre, oui. Pourquoi faites-vous du cinéma? Et je réponds pour entendre. Quand je prends un acteur, je me base à raison de 60 ou 70% sur sa voix. La voix parlée, l'organe de la voix, oui. Le physique est emporté par la voix. Ce qui m'enchante complètement dans Delphine Seyrig, c'est la musicalité de sa voix. Elle est déjà musique, même si on ne comprend pas. La fumée ne me dérange pas, monsieur. D'ailleurs, c'est un compartiment pour fumeurs. Mais fumez, je vous en prie, ne m'obligez pas à vous demander un cigare pour vous mettre à l'aise. D'entendre bien jouer, pour moi, c'est quand les gens jouent très bien. Je suis enchanté, ébloui et au désespoir. Maman,
Tu as parlé de toutes les formes d'amour. Une dont tu n'as jamais ni fait un film ni fait un livre s'appelle l'amour maternel. J'ai parlé beaucoup de l'amour maternel, puisque c'est le seul amour que je connaisse comme étant inconditionnel, absolument, qui est à l'abri de toutes les intempéries. C'est la seule calamité du monde, c'est l'amour maternel. Bon, ça ne cesse jamais. Tu peux faire n'importe quoi, tu peux tuer 10 personnes, tu peux être un satyre, un criminel, je t'aimerai toujours. Il n'y a rien à faire. Et toujours de la même façon. Tout est faux, toute notre société est fausse. C'est scandaleux, la société est scandaleuse. Un jour, j'ai rêvé de Le Pen. J'ai rêvé que Le Pen était dans un train à compartiment, et qui se rendait dans le sud de la France, qu'il était seul, qu'il voyageait seul. Et qu'il y avait dans ce train 3 Maghrébins qu'il avait reconnus. Pas 3 Français, mais 3 Maghrébins. Et ils avaient reconnu Le Pen, ils s'étaient emparés de Le Pen. Ils l'avaient battu, très fort. Ils l'avaient battu à coups de poing, à coups de pied, partout. Et ensuite, ils l'avaient frappé avec des couteaux à la main. Puis ensuite, ils avaient pissé dans les blessures faites à Le Pen. Et puis, ils l'avaient laissé comme mort, pour mort, en somme, dans un coin de compartiment. Puis ensuite, peu avant d'arriver à Toulouse, ils l'avaient jeté par la portière, sur le ballast. Voilà le rêve que j'ai fait. J'ai pensé à le publier. Je crois que si je l'avais fait, j'aurais été condamné à une amende. C'est ça la France maintenant. On ne condamne pas Le Pen qui dit que les chambres de torture d'Auschwitz étaient un détail de la guerre. Le Pen fait partie de la droite française. Je ne vois pas pourquoi on se le cache, ça, alors que c'est flagrant actuellement. La droite s'est mariée, la droite officielle s'est mariée avec Le Pen. Elle l'a pris dans son sein. C'est sa sauvegarde. Il y a quelque chose comme ça quand même dans la droite. Un manque d'esprit analytique. Un manque d'intelligence, disons les choses. C'est impossible, réfléchissez. C'est impossible, étant donné ce qu'on sait de l'histoire du monde et de l'état du monde, le paupérisme du monde, la douleur des gens qui jamais n'ont retrouvé leur patrie, qui sont complètement oubliés, transbahutés. C'est impossible d'être de droite. C'est dans la définition même de la chose que réside la bêtise, qu'on peut la trouver. Je suis plus rien. Je suis mitterrandienne. Parce que c'est une personne à part entière. Il n'a pas l'argent, d'ailleurs. Et il n'a pas d'idéologie. En tout cas, il la contourne tellement, l'idéologie. C'est son grand art, ça. C'est une sorte de seigneur. De sa personne, il est seigneurial, je trouve. Il fait des choses très très bien. Des choses définitives. Sur lesquelles on ne reviendra plus jamais. Sur la peine de mort, par exemple. Dans ma conscience profonde, je suis contre la peine de mort. Et je n'ai pas besoin de lire les sondages qui disent le contraire. Une opinion majoritaire est pour la peine de mort. Ma disposition
est celle d'un homme qui ne ferait pas procéder à des exécutions capitales. Je voulais parler de l'Afrique. Oui, aujourd'hui, Je voudrais que vous me parliez de l'Afrique. Et l'Afrique. Vous voulez que je vous parle de sa géographie? De votre amour de l'Afrique. De votre jardin. C'est une question comme ça, toujours. Vous embrassez toujours l'univers. Il faut quand même prendre un chemin pour y pénétrer. Bon, alors c'est bon l'Afrique. Je vous ai raconté l'autre jour qu'à mon baccalauréat. Dans la vie, il arrive un moment, et je pense que c'est fatal, qu'on ne peut pas y échapper, où tout est mis en doute. Et ce doute grandit, 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 et ce doute contient la solitude. Je crois que beaucoup de gens ne pourraient pas supporter ça. Ils se sauveraient, quoi. Se trouver dans un trou. Au fond d'un trou, dans une solitude quasi totale, et découvert que seule l'écriture vous sauvera. Être sans aucun sujet de livre, rien, simplement l'écriture, sèche, nue, comme ça, terrible. Dès que l'être humain est seul, il bascule dans une sorte de folie. La personne seule est folle, parce que rien ne l'arrête. Dans un délire, dans une morbidité, dans la mort. Je suis complètement exempte de toute croyance en Dieu, ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas le sens religieux de la réalité, du réel. De l'homme peut-être, mais plutôt de son malheur, de son devenir. Je crois que l'homme est très très malheureux. Horriblement. Horriblement malheureux. Et c'est une pensée qui ne me quitte jamais. Et tout est comme si Dieu existait. C'est Dieu, l'alcool. Le monde est vide et voilà. Tout à coup, il y a Dieu. Et le monde est bon et resplendissant. Il me reste cette espèce de nostalgie de certains moments. Être seul éveillé dans la ville, et aller comme ça, de quoi mourir vraiment. J'arrivais à voir la maison dans un autre ordre, les escaliers tournaient en sens inverse du sens où ils tournent. Tout se déformait petit à petit. La cirrhose a recommencé, j'étais si loin qu'il a fallu me faire une cure. Là, c'était très, très effrayant. Je devais dormir 12 à 14 heures par jour. Et l'éveil était peuplé de visions. Dans un bain d'alcool, j'ai écrit La maladie de la mort. Mais c'est un livre très, très grave pour moi. Je l'ai fait avec 6 litres de vin par jour. Le ravissement de l'Olvestein, je l'ai fait sans alcool. Moderato avec l'alcool. Et l'amant sans alcool. Quand on arrive à ces doses-là, on ne mange plus. On devient dégoûtant. On a des jambes énormes. On grossit beaucoup, beaucoup. Mais ça me plaisait de me dégoûter. C'était jouissif aussi. Cette dégringolade. Ils avaient refait une affiche sur l'alcoolisme. Il y avait un enfant qui suppliait son père de ne pas boire. Et il disait « Papa, ne bois pas, pense à moi ». Et mon fils et son copain avaient ajouté « Tout ». « Papa, ne bois pas tout, pense à moi ». Cette ivresse là, de la rigolade, disons le mot. C'est une chose incontrôlable, ça vous tombe dessus, un fou rire. On est la proie du rire. Le rire s'empare de vous, puis ça dure quelquefois.
L'amant s'est fait à l'adolescence de la petite Blanche, jusqu'à s'y perdre. La jouissance qu'il prend à elle chaque soir a engagé son temps, sa vie, son esprit aussi. Il ne lui parle presque plus. Elle va partir, c'est fini. Peut-être croit-il qu'elle ne comprendrait plus ce qu'il lui dirait d'elle, de cet amour qu'il ne connaissait pas encore et dont il ne sait rien dire. Pas le moindre mot. C'était un Chinois, très riche. J'ai 15 ans, il a 27 ans, oui, c'est ça. C'est de là que tout est parti, le fleuve une fois traversé. On a l'impression que vous savez qu'il va devenir votre amant, votre premier amant, tout de suite. Sur le moment, je n'avais pas d'avis, sauf que j'étais assez étonnée par tout cet attirail de milliardaire. Non, mais j'étais embarquée avec lui, embarquée dans l'histoire de tout le monde. Je devais y passer, quoi. Oui, mais vous commettez quand même une transgression extraordinaire, parce que là, vous avez 15 ans et demi, donc vous êtes mineur, et vous devenez la maîtresse d'un Chinois. Alors, vraiment, c'est une double provocation. Vous dites maîtresse. Oui, je sais pas. Bah, l'amant, une maîtresse de l'autre côté. Oui, avant tout, c'était ça, oui. C'était la jouissance. C'était très fort. C'était pour toute la vie. Alors, je sais bien, Marie Duras, que c'est vrai, vous avez obtenu d'autres succès, mais quand même, celui-là, 100 000 exemplaires en 4 semaines, c'est absolument fabuleux. Il y a une rumeur qui court Paris. Certains membres de l'Académie Goncourt auraient dit « Mais pourquoi lui donnerait-on pas le prix Goncourt ?» Alors j'ai regardé un petit peu dans les statistiques. En 1950, quand vous avez fait paraître ce chef-d'œuvre, pour moi c'est un chef-d'œuvre qui s'appelle « Un barrage contre le Pacifique », vous l'avez raté de peu. Il ne voulait pas le donner au barrage, parce que j'étais de gauche, j'étais communiste à ce moment-là. Les personnalités présentes et les journalistes ont pu entendre que le prix Goncourt avait été décerné à Marguerite Duras pour son dernier livre, L'Amant. A été attribué au 3e tour de scrutin à Marguerite Duras. Je crois plus aux livres. Je crois qu'on ne lira plus très vite. Il restera les livres de théorie, mais il n'y aura plus de romans très vite. Cependant, les gens continueront à écrire. La lecture restant l'apanage d'une classe très fermée. Je ne voudrais pas être à la place des gens qui vont vivre après l'an 2000. Toutes les conditions sont réunies pour que l'ennui soit vécu dans sa plénitude, l'ennui profond. J'ai beau y penser à cette époque-là, ce sera celle que mon fils connaîtra aussi. Et je ne vois que ça, le développement de ça, qu'on appelle l'ennui, qui est la recherche vaine de l'événement. On avancera comme ça, avec des guerres, par-ci, par-là. Puis cette masse populaire, infinie, dont tout le monde se fout. Il y avait comme ça des arrêts dans ma vie, des événements extérieurs qui vont complètement changer. D'abord cette misère généralisée, celle dont ma mère a été victime. Et puis la dernière guerre, les Juifs. Jamais, jamais je m'en remettrai. Et c'est sûr que ma dernière pensée avant la mort sera celle-là. Je ne peux pas, du tout, surmonter cet obstacle. Et mon effarement total, alors. Ma plus grande surprise, c'est que 99% des gens
ne plante jamais. Avez-vous quelque chose à ajouter? Et non, je suis très émue. C'est la sincérité qui me frappe. Vous savez, je ne comprends pas toujours très bien ce que je dis. Ce que je sais, simplement, c'est que c'est complètement vrai. L'année dernière, à Trouville, on s'était déguisés, avec des passoires qu'on se mettait sur la tête. On avait tous des passoires de cuisine sur la tête. C'est prodigieux. On faisait peur aux gens parce qu'on se mettait sur les balcons. Et ils se demandaient ce que c'était que ces astronautes. C'est un souvenir de fou rire, mais à mourir, ça. C'est illuminant, ça, ce fou rire. On ne pouvait plus respirer, moi j'ai cru que j'allais mourir de rire. Et puis j'en avais un aussi. J'ai beaucoup de passoires. Celle cassée, on prenait aussi.